La tendance naturelle du pouvoir est de chercher à produire une sorte d'aveuglement où le monde se ferme dans les limites de son exercice. C'est là notamment l'effet général de la propagande. Il faut se donner la réputation de la force, et ainsi nous l'avons. Apprendre à lire signifierait donc être en mesure de prendre distance, d'exercer le fameux esprit critique. La propagande au Rwanda est d'abord symbolisée par les effets de la diffusion de programmes anti-Tutsi par la Radio 1000 Collines. Le rapport officiel de la commission chargée de comprendre les conditions du génocide rwandais pour le Sénat belge, en 1997, pointe précisément sa responsabilité. La propagande a abouti au massacre, se renforçant à chaque exaction. Chaque dérapage, lynchage, vol, viol, meurtre, dont fut victime le Tutsi avant le mois d'avril 1994, contribuait à les déréaliser. Chaque humiliation a joué ainsi le rôle de propagande en acte, pour reprendre encore une expression de Simone Veil. Propagande en acte, c'est-à-dire que chaque démonstration de haine ou de violence attestait que l'on pouvait bien en arriver à tuer son voisin, et peut-être même qu'il faudrait bien en arriver là. On voit bien le cercle se fermer. Plus les faits sont marquants, et mieux ils renforcent la propagande, devenant eux-mêmes des moyens de propager d'une part la réputation de la force, et de l'autre celle de l'insoutenable faiblesse. Il n'y a pas de « cette fois-ci, ça va trop loin ». Le délire ne connaît pas de limite, et c'est d'ailleurs pour cela qu'avec lui, tout est possible. Ainsi, créée en juillet 1997, la radio-télévision des Mille Collines devient la seule radio privée du Rwanda, qui précède le génocide. Elle permettra aux extrémistes hutus de propager leurs appels à la haine raciale. C'est un organe d'information et de publicité essentiel aux hommes du Hutu Power, dans un pays rural à 90% et très largement analphabète. La commission du Sénat belge évoque ainsi certains discours répétés à n'en plus pouvoir, tels que « Chers auditeurs, mesdames et messieurs, ouvrez grand vos yeux. Ceux d'entre vous qui vivaient le long des routes, sautez sur ceux qui ont des longs nez, qui sont grands et minces et qui veulent vous dominer. » Un témoin qui s'exprime devant cette commission estime que l'on a créé un climat de tension et que l'angoisse régnait. Il est vrai que le climat était extrêmement lourd et que dans ce cas, les actes extrêmes se produisent plus facilement que dans un climat détendu. Évidemment, la radio des Mille Collines et la machine de propagande du noyau dur des génocidaires étaient au travail. Il disait « Vous allez voir, il va se passer quelque chose de terrible ». Certaines chansons populaires ont même été composées en ce sens, en disant « Vous allez voir, on va se réveiller un matin, il va se passer quelque chose ». Un climat de paranoïa se développait. À la limite, même quand vous étiez un étranger comme moi, vous le sentiez et vous aviez peur, sans que cette peur soit bien identifiable. Vous aviez peur comme dans une atmosphère de film d'épouvante, dans lequel on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible, mais on ne sait pas quoi. Que dans ce climat, il y a une sorte de détente nerveuse dans le fait de passer à l'action et de tuer, je peux le concevoir. Cela a été un soulagement pour certains. Enfin, cette chose innommée et innommable que nous attendions depuis des mois est enfin arrivée. Mais là, ce n'est plus de la psychologie, c'est de la politique. Ainsi, ce témoin évoque un film d'épouvante. Il aura juste fallu le temps de défaire les habitudes, les amitiés, les voisinages, les amours, pour déréaliser, rendre le mal banal, passer à la fiction. Aussi, pour reprendre Simone Veil, encore une fois, le meurtre est bien un acte imaginaire. Cela tient aussi à l'absence de traces apparentes chez les anciens génocidaires. D'après Hatzfeld, il est troublant de constater comment, pour les criminels auxquels il rend visite, les meurtres glissent, pour ainsi dire, sur la conscience. Il n'y a pas de prise, puisque cela n'était pas réel. Dans une saison de Machette, donc en 2003, il restitue le témoignage des tueurs qu'il a rencontrés avant qu'ils ne soient jugés, de 2000 à 2002. Il ne s'agit pas de confession. Les détenus ne sont pas affectés individuellement. On ne recense aucun suicide, pas d'état dépressif, pas de remords. L'enjeu pour eux est de faire apparaître la structure dont chaque tueur aurait été l'instrument. Ainsi, Pio utilise le concept de sauvagerie ou celui de barbarie pour faire entendre le caractère surnaturel, comme il le dit, des massacres perpétrés. On ne voyait plus des humains quand on dénichait des Tutsis dans les marigots. Je veux dire des gens pareils à nous,
partageant la pensée et les sentiments qu'on sort. La chasse était sauvage, les chasseurs étaient sauvages, le gibier était sauvage, la sauvagerie captivait les esprits. Cette sauvagerie n'a pourtant pas donné lieu à de simples exactions ou à de massacres éparses. Les massacres étaient un travail, une routine répétée à heure fixe pendant toute la durée du génocide. Tuer était moins échinant que de cultiver, comme l'explique Léoport. Il n'y a pas de défaillance dans la mémoire des tueurs, puisqu'il s'agit de décrire des faits objectifs, extérieurs à eux et à leur complexité. De même, il n'y a pas de logique compassionnelle. C'est tout à fait surprenant, insiste Jean Hatzfeld. Quand on discute avec les génocidaires, certains expriment des regrets, essentiellement des regrets pour eux-mêmes, comme d'avoir passé des années en prison, mais ils n'éprouvent aucun remords. Ils arrivent, par des phénomènes psychiques étonnants, à diluer leur responsabilité dans une espèce de culpabilité, de faute collective dont ils ne sont pas responsables. Jean Hatzfeld parvient à dégager une essence. C'est très distinctif d'un tueur de génocide. Un tueur de guerre est toujours marqué par la peur, la rage ou la haine, et il emporte des stigmates. Le tueur de génocide, c'est lui qui parle, éprouve des regrets, mais aucun remords. Il s'agissait d'un travail, ils l'ont fait. Ruth Kluger, dans son récit autobiographique de la déportation juive, rend compte du heureux hasard, je la cite, ou de l'événement extraordinaire qui lui a sauvé la vie contre le déploiement implacable et logique des causes et des effets. Il faut l'intervention d'une décision libre qui échappe absolument au déroulement de la nécessité. La narratrice est sauvée parce qu'une autre, une SS, décide de résister. Elle dit avoir fait l'expérience de l'acte pur. C'est aussi, dit-elle, la raison pour laquelle je pense que l'approche la plus étroite de la liberté n'a lieu que dans la captivité la plus sinistre, tout près de la mort, autrement dit là où les possibilités de prendre une décision sont quasi réduites à zéro. Dans l'infime marge qui demeure encore très exactement là, juste avant le zéro, est la liberté. Cette marge infime lui est révélée par le rapport que Simone Veil, encore elle, à laquelle elle rend hommage, dessine entre la pesanteur et la grâce, le bien et la nécessité. Ruth Kluger ajoute, dans un trou à rats, où l'amour du prochain est la chose la plus invraisemblable qui soit, où tout le monde montre les dents et où tout va dans le sens de l'autoconservation, et où il reste quand même minuscule vide, la liberté se manifeste comme une surprise. Ceux qui, dans les camps, répercutaient vers le bas les coups qu'ils recevaient d'en haut, agissaient biologiquement et psychologiquement comme on pouvait le prévoir, comme il était écrit. Sortir de l'histoire pour rentrer dans la vie, ce serait donc retrouver du possible, de l'aléatoire, du non-écrit, du non-nécessaire.